Longtemps, les lecteurs les ont totalement ignorés. Surnommés les manfras pour les initiés, les mangas français commencent peu à peu à faire parler d'eux. Portés par une nouvelle génération d'auteurs et d'autrices, ils tentent de se faire une place dans un marché dominé par les blockbusters venus du Japon. Mais peut-on vraiment rivaliser avec un modèle aussi puissant, aussi codifié et aussi adoré ? Aux côtés de 3 invités spéciaux, on va justement essayer de répondre à une question. Les mangas français ont-ils une chance face aux mangas japonais ? Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Mahmoud de Nouvelle Hydre, Erutot, auteur de manga, et Steve, rédacteur en chef de Japan Live Magazine. J'espère que tous les 3 vous allez très bien. Ça va super bien, merci Juliette de nous avoir invités. Oui, bonjour, tout va bien. Aujourd'hui ensemble on va évoquer un sujet qui peut être un petit peu discret dans les médias, puisqu'on n'en parle pas forcément énormément. On va parler des mangas français. Et la question principale, c'est aujourd'hui, en 2025, est-ce qu'ils ont réellement une chance face aux mangas japonais, que ce soit en termes d'histoire ou simplement en termes de production ? Ok, qui commence ? Alors, pour préparer l'épisode, je me suis amusée à, entre guillemets, scraper Manga News. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire scraper, moi mon métier d'origine c'est marketing, je suis dans le marketing numérique et donc j'ai des outils qui vont imiter le fonctionnement de Google afin de récupérer un maximum de data. Donc l'outil en question s'appelle Screaming Frog et en gros vous allez rentrer l'URL dans l'outil et il va récupérer toutes les URL du site et vous pouvez lui indiquer des informations que vous souhaitez récupérer. C'est donc ce que j'ai fait. Et j'ai notamment récupéré les pays d'origine des mangas qui étaient renseignés sur Manga News. Et donc, déjà, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que selon ce que j'ai trouvé, qui est bien évidemment à prendre avec des pincettes parce que je n'ai pas accès à d'autres sources de données, donc forcément impossible de croiser les informations, mais ce dont je me suis aperçu, c'est que sur le marché français, en termes de publication, on a environ 5% des œuvres qui seraient originaires d'auteurs français. Et moi, ça me paraît extrêmement peu. Ah, moi, ça me paraît normal. Et moi, ça me paraît même beaucoup. Je suis surpris qu'on atteigne 5%. Alors 4,5 pour être précise. J'arrondis à 5. Ok. Et en quelle année ? Là, c'était depuis les années 70. D'accord. Et là, donc, j'ai pris toute la base de données disponible de Manga News jusque début 2025, grosso modo. Donc, j'ai un Excel, enfin un Google Sheet qui fait beaucoup trop de lignes à mon sens. Je crois que j'ai eu un document initial de 2 millions de lignes. Ok. Non mais je suis maso, hein. Vous pouvez le dire, je suis complètement maso. Tu as un bon ordi aussi. Oui, j'ai un ordi de compète, ouais. Et donc, moi, là, en fait, en voyant ce 4,5%, j'ai commencé à me poser des questions, parce qu'on a quand même des mangas, des titres que certains vont catégoriser comme étant des ovnis. Je pense par exemple à Dreamland, qui fonctionne extrêmement bien, ou à Radiant, qui, comme Steve me l'avait expliqué au téléphone, retranscrit à la perfection les codes du manga japonais, au final. Mhm. Et la question que moi je me pose, c'est aujourd'hui, pourquoi les auteurs français peinent autant à s'imposer auprès des lecteurs et sur le marché ? Alors, je vais juste préciser que j'avais dit les codes du shonen. Hein, Oui, du shonen. Voilà, parce que le Du shonen. manga, voilà, c'est beaucoup plus vaste. Oui, bien évidemment, oui, effectivement, mais à culpa. Donc quel est, vous, votre avis sur cette interrogation, sur pourquoi le manga, que certains appellent le manfra, peine finalement à s'imposer ? Est-ce que c'est un manque d'éducation du lectorat ? Est-ce que... Alors, j'ouvre la question, hein. Moi j'ai mon avis sur la question, mais est-ce que les médias ont un rôle à jouer là-dedans et ne le jouent pas totalement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, il y a un peu de tout, je pense. Oui, il y a les médias qui ne suivent pas forcément, qui séparent vraiment la BD franco-belge et le manga qui vient d'ailleurs. Il y a aussi les auteurs français qui doivent se trouver une nouvelle identité. Donc, le manga français, c'est un mariage des genres. Et là, on ne peut pas juste faire de la BD franco-belge pure, mais juste en noir et blanc. Le manga, c'est vraiment, ça puise sa source dans les codes japonais. Donc il y a une narration, il y a de la culture qui forcément doit s'inspirer du Japon aussi.
D'accord. Oui, alors effectivement, de mon point de vue, je pense que les exemples qui ont été cités, je prends juste sur Dreamland et Radiant. Ce qui est intéressant, c'est de voir le contexte en fait et à quoi ressemblait le marché au moment où ces séries se sont lancées. Et en fait, chaque œuvre manga vit sa propre histoire Mm. à l'aune des conditions favorables ou défavorables d'un marché. Bizarrement, plus le marché du manga est croissant, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a des gros booms de manga en France, bizarrement, c'est les moments où les œuvres de création originale sont les moins exposées et les moins mises en avant. C'est juste une question de ratio. C'est quand on dilue une goutte de javel dans un verre d'eau ou dans un océan, le résultat est pas le même. Alors le parcours intrinsèque, hein, si on regarde l'exemple de Dreamland a fonctionné. Alors c'est Renaud hein, qui en parle aussi dans ses diverses interviews. En gros, le lancement de Dreamland s'est fait un peu au culot. C'est-à-dire qu'à l'époque, le directeur éditorial de Pika, si je me souviens, qui était Pierre Valls, disait voilà, qu'il avait envie d'un petit peu de se lancer dans la création de manga avec à cette époque-là. Donc là, on est en 2005-2006. À cette époque-là, les auteurs de manga, les nouveaux aspirants, la première génération d'auteurs de manga, venaient tous de la BD, absolument tous. Donc ça veut D'accord. dire que les codes du manga tels que un Tony Valente les intègre dans sa production sont traités déjà différemment quelques années après, quand Radiant Tome 1 sort, on est je crois en 2012-2013, quelques années plus tard, et ben en fait la manière dont ces codes sont mis en œuvre diffère déjà. Et aussi, le marché est déjà totalement différent déjà en 2013. Il faut savoir que quand en gros, au moment où Dreamland se lance, il y a plein de maisons d'édition de manga qui se lancent un peu en même temps. C'est-à-dire que Pika, eux, ils se sont lancés en 2000, mais on va dire que sur les 5 premières années, on était sur une mise en avant, une découverte. Il y avait un côté très pédagogique. Il y avait le Shonen Magazine avant que ce soit Pika. C'était un peu un équivalent de ce que faisait Kodansha là-bas, mais en version en petit format. Et donc l'idée, c'était de faire découvrir au lectorat le manga. On en était encore là. Donc au moment où Dreamland commence à se lancer, la curiosité et une pédagogie un peu assez intelligente, assez didactique, finalement forment une mayonnaise qui peut prendre. Et sans parler de l'implantation régionale de Dreamland, où on est sur un manga qui est fait par un auteur montpelliérain, dont l'histoire se passe dans son bassin géographique, et la première communauté pré-réseaux sociaux est une communauté de gens qui vont en festoche et qui vont permettre à la série de s'implanter localement, et avec Pika, qui peu de temps après aura rejoint Hachette Livre, aura un écho beaucoup plus large. Donc là, il y a quand même beaucoup de paramètres et beaucoup de planètes à aligner pour que finalement un manga sorti d'un auteur inconnu dans un marché qui balbutie encore et qui découvre le Big Three. À cette époque-là, on était en pleine folie de Bleach, Naruto, One Piece, arrive quand même à s'imposer. Pour Radiant, c'est un cas encore un peu différent. Je m'en souviens très très bien parce que quand Radiant se lance, j'étais libraire à l'époque, libraire à Montréal, et je reçois un mail d'un jeune auteur que je ne connaissais pas, qui me dit « Salut, je m'appelle Tony Valente, je viens de m'installer à Montréal, je viens de sortir mon premier manga, ça s'appelle Radiant, est-ce que ça te dirait d'y jeter un petit coup d'œil ?» Et quelques temps plus tard, les séances de dédication ont commencé, et nous, il a fallu qu'on fasse un travail, ça s'est pas fait tout seul aussi. En librairie, il a fallu... alors, c'était pas non plus un travail de forçat, hein, ça s'est passé naturellement, mais parce que déjà à ce moment-là, quand on masquait le nom Tony Valente du nom du manga, les gens ne faisaient aucune différence avec un manga japonais, et donc ils s'intéressaient un peu plus au fond de ce que ça racontait. C'était un shonen, oui, mais ça racontait des choses beaucoup plus profondes sur, je vais pas dire sur le dépassement de soi, machin, parce que là on est dans du lieu commun du shonen, mais un peu plus sur l'intégration des communautés, sur l'ostracisation, sur des choses comme ça. Et donc le lectorat est au rendez-vous. Et aujourd'hui, autour des années 2020, là le marché se tend encore plus. On n'a jamais vendu autant de mangas en France, et la fenêtre de visibilité des jeunes créateurs n'a jamais été aussi réduite. D'accord, ok. Oui, c'est vrai que le marché du manga en ce moment explose à tous les niveaux. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur effectivement, je pense que Mahmoud a très bien situé les trois périodes importantes
du manga dit français. On est au début des années 2000. Il y a ce premier boom en fait du manga, enfin premier boom dans le sens où le grand public commence un peu à découvrir ce qu'est le manga. Et c'est à ce moment-là aussi où il y a le bloc BD, enfin il y a ce qu'on appelait à l'époque les blocs BD. Donc il y avait beaucoup d'amateurs en fait qui se retrouvaient, qui s'étaient aussi retrouvés autour de fanzines lors des conventions BD et manga. Et c'est de là où sont sortis les premiers, je dirais les premiers dessinateurs avec le style manga. Je pense qu'on pourrait citer peut-être parmi eux les plus connus, c'est Aurore d'Emily qui par la suite a fait les affiches de Japan Expo. Ou Philippe Cardona et Florence Torta qui ont fait Sentai School. Voilà, et c'est donc à cette époque-là que alors Pika qui n'était pas encore Pika, a décidé de lancer plusieurs jeunes auteurs français. Donc il y avait Renaud Lemaire, mais il y avait aussi Monkey qui avait retrouvé déjà du succès, un petit succès avec 10. Et, oui, alors il y a aussi chez Delcourt. Delcourt avait lancé à ce moment-là Pink Diary par Jenny, justement pour un public pas que masculin, ce qui était quand même une bonne chose déjà à l'époque. Donc voilà, c'est le premier. Je pense que c'est la première vague et les premiers essais avec beaucoup d'échecs déjà à l'époque. Je parle même pas des Humanos qui avaient lancé le magazine Shogun ou d'autres éditeurs qui s'étaient lancés sans succès. Et il a fallu, je pense, attendre l'arrivée d'Ankama pour qu'on ait un éditeur qui a voulu lancer une véritable collection de mangas faits par des Français, sachant bien que je pense que Ankama n'a jamais vraiment utilisé le mot manga pour ces auteurs-là, sauf quand il s'agit d'Ofus version manga qui n'en est pas un du tout en fait. Donc... Et d'ailleurs, oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vient de dire Steve à propos d'Ankama, donc là pareil, on est, je me souviens, entre 2011 et 2013, je dirais peut-être autour de 2012, quand Ankama a ouvertement décrété que le manga de licence japonaise c'est fini, et maintenant si on doit sortir du manga ce sera uniquement par des auteurs français. Donc il y a eu pour le coup là d'un point de vue vraiment éditorial et de la part d'une maison dont l'ADN c'est justement la création, un positionnement très très fort qui a pour moi en tout cas contribué à permettre l'intégration de façon plus naturelle de tous les jeunes auteurs qui ont suivi la période post-Radiant. Et c'est là, c'est là où il y a véritablement eu un travail, aussi bien auprès des représentants et donc des libraires, mais aussi des médias. À cette époque, je faisais partie d'Animeland et on a véritablement travaillé sur les auteurs français et essayer de montrer que le manga pouvait être aussi dessiné par des Français. Mais à l'époque, alors moi je parle en tant que lectrice, parce qu'à l'époque j'étais pas encore là où j'en suis aujourd'hui, j'avais l'impression que le manga de création française souffrait quand même de pas mal d'idées reçues et d'idées très arrêtées. Comme quoi le manga ne pouvait être que japonais et que ce qui était création française ne pouvait pas être catégorisé comme du manga. Comment est-ce que vous avez perçu cette tendance ? Parce qu'elle existe encore en Tsum Tsum, je le vois très bien avec certains sur les réseaux sociaux où certains tiennent toujours en 2025 ce genre de discours. Mais comment est-ce que vous, à vos différents niveaux, vous l'avez ressenti ? Disons que les auteurs eux-mêmes, limite, sont ceux qui en parlent le mieux. C'est vrai que le lectorat était, encore une fois, très peu perméable. Et c'est vraiment là tout le paradoxe. C'est-à-dire que
La France, c'est aujourd'hui, et même depuis longtemps, aujourd'hui, ça a quasiment toujours été comme ça, le deuxième pays consommateur de manga sur Terre. Euh, on peut imaginer que avoir des artistes locaux capables de s'approprier Mm. et de raconter des histoires originales dans lesquelles on peut s'identifier encore plus en tant que lecteur français. On peut imaginer qu'avoir ce type d'artiste relèverait littéralement d'une forme de fierté nationale, c'est-à-dire le manga serait un truc de niche. Ok, je dis pas, admettons, mais même là, on arriverait à trouver une forme de curiosité que les auteurs français n'ont pas eu quand ils ont commencé à lancer leurs œuvres. Je vous donne un petit exemple pour nous montrer à quel point les Japonais, eux, sont beaucoup plus curieux vis-à-vis de ce qui se fait à l'étranger, même en termes de manga. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire ah oui super, bah, Oui. un Japonais qui regarde un manga fait ailleurs, s'il y a bien quelqu'un qui a le droit de prendre de haut un manga fait hors du Japon, j'imagine que c'est le Japonais. Alors que pas du tout, alors que c'est cette position un peu pédante et très franco-française. On va dire que c'est un peu culturel. Mais au Japon, donc il y a des grands festivals, des grands rassemblements, des grandes messes du manga, donc deux très connus qui sont Comiket et Comitia, et on a des artistes donc chez Ouais. Nouvelle Hydre, c'est un duo d'auteurs brésiliens, et donc ils sont allés au Japon, ils participent au Comitia parce qu'ils présentent des illustrations, il y a la partie vraiment artiste est presque aussi grande que la partie pro, et ils ont reçu la visite de 2-3 personnes, c'est pas beaucoup mais c'est 2-3 personnes qui sont arrivées littéralement avec entre les mains leur manga qui a été publié en France. Ils étaient incapables de comprendre de quoi ça parle, mais c'était juste un titre fait par des artistes qui suivent, et ils sont arrivés pour le faire dédicacer. Il faut imaginer que à ce moment-là, quand on est un auteur et qu'on va au Japon pour d'autres raisons que des raisons purement de promotion littéraire, être face à un lectorat aussi curieux et aussi intéressé, oui, en tout cas, fait que les auteurs se posent vraiment des questions sur pourquoi est-ce que la mayonnaise ne prend pas aussi bien en France. Mais c'est aussi parce que la production fait qu'il y a une forme de best-sellerisation en réalité. C'est juste que la partie marketing, c'est aujourd'hui quasiment la moitié du travail qui est fait pour le lancement d'un titre, que les éditeurs vont demander, en tout cas beaucoup à des auteurs de création, d'obtenir un peu les mêmes résultats. En partant de beaucoup plus loin par rapport à un titre japonais. Et voilà, et je trouve que c'est très difficile de se lancer dans le marché du fast-food quand on est un petit artisan de gargote. C'est très très difficile. Et pour l'avoir vu, moi en tout cas, en présentant les titres du catalogue H2T lors de réunions commerciales par exemple, je dis c'est pas forcément quand on passe entre Pika et Nobinobi, c'est pas forcément le moment où les commerciaux sont les plus attentifs, véritablement, parce qu'on n'a pas d'argument à dire tiens voilà, alors au Japon il est classé tant, les ventes c'est ça, il y a un animé qui arrive, il y a machin, un truc qui amuche. Ça n'arrive pas, ça c'est petit label, éditeur inconnu, histoire originale. Ah ben là oui, là faut se plonger un peu plus dedans, là faut lire, là faut comprendre le parcours d'un auteur, faut militer pour que ça s'installe, et pas sûr que la chaîne du livre ait le temps. Est-ce que, en vrai, en dehors de la chaîne du livre, les gens veulent prendre le temps de manière générale ? Carrément. Voilà. Alors là, du coup, là, c'est l'exemple type, c'est on se balade 2 secondes en festival. Je crois qu'il y a 2 festivals de BD ou de manga par semaine dans ce pays. Il y en a plein dans la plus petite bourgade du département, du fin fond d'une zone blanche. Il y a forcément un événement, Erutot confirme, il y a forcément un événement BD qui va, et qui depuis 2, 3, 4 ans, insister, solliciter pour avoir des auteurs de manga. Parce que parce que c'est dans l'air du temps, parce que c'est un lien générationnel et que faire venir des amateurs de BD c'est bien, mais le jeune public doit aussi être au rendez-vous et pour ça on a besoin, les organisateurs ont besoin d'auteurs de manga et la popularité est croissante. Je sais qu'en tout cas nos auteurs sont bookés quasiment 1 an à l'avance sur des dizaines de festivals. Oui. Et là il y a une véritable curiosité de la part du lectorat qui ne demande qu'à accéder à un autre pan de l'offre éditoriale manga en France. D'accord. C'est plutôt intéressant parce qu'au final, on pourrait penser justement qu'il y a des lecteurs qui sont quand même très, alors j'allais dire japonisés, mais c'est pas forcément le bon terme en réalité, mais qui sont très attachés à ce qui est censé
être un manga de base et qui pense avoir cette science infuse de je lis du manga depuis tant d'années, donc je sais ce que c'est qu'un manga, sans forcément l'avoir réellement compris. Et au final, pas du tout. J'ai l'impression que le lectorat est effectivement très curieux, ce qui est plutôt valorisant. Mais par contre, ce que j'entends, c'est que les maisons d'édition, certaines en tout cas, ne font pas forcément l'effort de réellement y aller. Justement, là, vraiment, il faut bien faire la différence entre le lectorat et les éditeurs. Les lectorats de manga a toujours été curieux. Déjà, enfin, dès le début du manga en France, pour y aller, pour aller chercher du manga, il fallait déjà être curieux. Et puis, on parle des festivals manga, les conventions manga existaient déjà il y a déjà 30 ans. Et c'est à ce moment-là où les fans de manga ont créé des fanzines et ces fanzines avaient chacun leur façon d'interpréter le manga en fait. Hein, c'est pas et tout le monde le lisait et il n'y avait pas ce côté, dis donc, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait au Japon. Alors déjà parce que à l'époque, il y avait très très peu de mangas qui arrivaient en France, donc on ne pouvait pas vraiment faire la différence. Mais surtout, le lectorat de ces fanzines à l'époque était très ouvert et en fait, ce lectorat, il a grossi, mais j'ai pas l'impression qu'il ait véritablement eu cette idée bien précise du manga. Faut aussi rappeler une chose, c'est quoi ce qu'on appelle les mangas français et quelles sont les meilleures ventes en France les millions de sellers de mangas français, c'est Ki-e-i, l'adaptation du Rire Jaune. Alors, qu'on peut très bien ne pas définir comme manga, hein, mais c'est en tout cas dans la classification manga chez les libraires, et le manga de Dofus aussi, hein, pareil. Ce sont deux séries de mangas qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se fait, ce qui peut se faire au Japon. Et encore une fois, hein, quand on parle de c'est quoi un manga, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque on peut trouver des formes, des formats, des genres totalement différents au Japon. Donc, je pense pas que ça soit vraiment sur ça qu'on doit vraiment se pencher pour savoir où en est le manga français aujourd'hui. Mais tu parlais de Ki-e-i. Est-ce que c'est de mémoire, c'est la création de deux frères qui sont créateurs de contenu déjà à la base, donc eux ils avaient déjà une grosse fanbase aussi derrière. Oui, bien sûr, ça vient de là, oui. Donc le risque lorsqu'ils se sont lancés était quand même peut-être amoindri que lorsque par exemple Lerutot s'est lancé, lui. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc est-ce que c'est réellement comparable ? Je suis pas sûr. Non, c'est pas une question de comparer. C'est une question de dire que y a pas. Je ne pense pas que le lectorat français se dise dis donc, ce sont des Français, donc on va pas les lire. Oui, absolument. Ce que dit Steve est juste sur effectivement le fait que le lectorat, il y a une forme de discrimination de la part. Aujourd'hui, en tout cas, il y en a plus. Il y en a eu à l'époque. Hein, encore une fois, on revient avant 2010. Il y en a eu un peu plus, mais bizarrement, dans les festivals, le fanzine c'était encore autre chose. C'est-à-dire que et même de grands artistes japonais se sont construits en commençant par le fanzine aussi. C'est aussi que ça a largement contribué à la popularisation du style du manga tel qu'on le connaît aujourd'hui au Japon. Et c'est vrai que ce que tu dis, Juliette, est assez juste. Ça rebondit, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. Donc je reprends ma petite image de moi tout seul, comme un sac devant des représentants commerciaux. L'argument de dire oui, ça vient du Japon, ça a fait tant de ventes, machin.
qui était inexistant dans le cas d'une créa partie de zéro, comme je me rappelle, là, je présentais Enfant des Abysses, ou même quand j'ai eu l'occasion de présenter Bravest Journée, on avait fait venir l'auteur à la réunion commerciale ce jour-là. Ça n'a pas changé des masses au niveau de l'attention. Et ben, les réseaux sociaux ont du coup apporté une espèce, c'est un peu comme un palliatif à ce manque d'attente finalement d'un auteur sorti de nulle part. Là, du coup, oui, des maisons comme Michel Lafon se sont très clairement positionnées en disant bah nous, on va publier des auteurs à communauté. Point barre. Et là, effectivement, le risque est assez proche de zéro parce que voilà, il y a plein d'exemples et de contre-exemples. On a le On a un stand de Inoxtag l'année dernière qui a fait 300 000 exemplaires. Exactement. Et on a des contre-exemples. Il y a quelques années, un certain Retro Games a aussi sorti un manga chez Glénat. Donc tiens, je devrais pas me moquer, c'est pas sympa. Ah non, mais on peut se moquer des chiffres, ils sont vraiment très très mauvais. Je sais, mais j'avais complètement oublié cet exemple-là. Ça m'était tellement sorti de l'esprit que. Il y avait un côté, il y avait un côté un peu déconnecté. C'était un peu vraiment un nom qui est associé à un nom, qui est associé à un autre nom, et on va choisir un japonais pour dessiner. C'est vraiment le truc comme ça, quoi. Un projet qui se veut bankable, mais qui est complètement déconnecté des attentes des gens. Et là, je parle même pas du fond de l'histoire, je parle juste de la façon dont on a présenté le projet. Le package était pas au rendez-vous. Mais c'est vrai que oui, par rapport à des communautés et d'expériences, on m'a quand j'étais chez Pika, on m'a demandé de me positionner sur un projet d'un très très gros influenceur, très gros, que je ne citerai pas, mais dont le contenu d'histoire, le message que ça a véhiculé et l'intérêt même, le bien fondé même de ce type de narration, ma position d'éditeur était, je sais pas comment je vais tourner ça, à chier en fait. Donc, ça a le mérite d'être clair. Et puis voilà, puis on me dit attends, je te rends pas compte, on parle de 800 000 abonnés, machin. Je fais bah oui, mais bon, c'est de la daube, c'est de la daube. Est-ce qu'on a vraiment envie de se compromettre à ce point? Je suis pas certain. Donc je me suis pas positionné. Je l'ai un peu payé, mais en tout cas voilà, sur le moment, c'est vrai que c'est important de savoir pour qui on fait des mangas. Et ça, notre travail, en tout cas, c'est l'éditeur du coup qui reparle. On est juste un petit intermédiaire qui permet à un auteur d'atteindre un public. Et donc on est très naïf sur la question, parce que la réalité, c'est que entre l'auteur, le lecteur et l'éditeur, va avoir une série d'intervenants, que sont effectivement les représentants, qui ont des enjeux pour des grosses maisons d'édition, qui doivent elles-mêmes répondre à des actionnaires, face à des lobbies de la logistique, de la distribution, qui vont mettre toujours plus de pression sur des libraires qui sont eux-mêmes recouverts de carton à plus savoir qu'en faire, qui n'ont plus le temps de lire, qui peuvent juste mettre en avant des OP avant de les renvoyer. C'est très compliqué à ce moment-là de dire, voilà, nous... on veut juste raconter une magnifique histoire avec un auteur qui a un univers fabuleux. Ça suffit pas forcément. Et c'est là qu'on se rend compte que la saturation du marché a des effets de bord qui sont extrêmement violents pour tout le monde, en fait, au final. C'est sûr. Et je voulais demander à Mahmoud, à l'opposé, quand tu présentes, toi, les prisonniers du Kanto, oui. Voilà, comment tu le présentes justement, parce que c'est pas une création française. Oui. Alors c'est une super question. Les prisonniers du Kanto, c'est un cas particulier, mais ce n'est pas non plus du licensing. C'est-à-dire que, alors pour remettre en contexte pour Juliette, les prisonniers du Kanto, c'est un manga d'une autrice japonaise qui s'appelle Naoyazawa, qui a eu un super parcours dans sa vie en tant que mangaka. Là, elle fait plus de manga, elle a fêté son 60e anniversaire cette année. Et quand j'ai découvert son travail, en réalité, elle était connue pour un manga plutôt shoujo magical girl qui s'appelle Wedding Peach, qui a été adapté en plein de langues dans plein de pays, qui a eu un animé. C'était un peu l'autre Sailor Moon des années 90. Sauf que le parcours de Naoyazawa commençait bien plus tôt. Et quand elle a eu envie, son cœur d'artiste bat pour le seinen dur, quelque chose entre Akira, Hokuto no Ken et City Hunter. Elle a eu envie de proposer une histoire comme ça, et en fait, dans le métier
Et dans le marché japonais du manga, c'était très difficile pour elle. Une fois elle a accepté un job à un moment donné. On a besoin d'un mangaka pour faire un shoujo. Est-ce que ça te dit? Oui, elle a accepté une offre et depuis, elle a jamais pu sortir de ce carcan-là. Et donc, quand j'ai regardé un peu son travail, elle m'a dit voilà, mais moi j'ai un manga qui n'est jamais publié nulle part, qui est jamais sorti de mes tiroirs et que j'ai commencé à écrire en 1985 et que j'ai terminé d'écrire quasiment en 2015. Ah oui. Et j'ai dit, oui, donc là, on parle de quasiment C'est 30 le ans tra- de non-publication. Ah oui, c'est un truc qu'elle a fait en parallèle de Et toute sa puis c'est le carrière travail de d'une mangaka. vie en fait, en plus. Donc, c'est le travail d'une vie, c'est le travail de cœur d'une mangaka japonaise qui a mis ses tripes dans un projet qui n'a jamais été revu, ni révisé, ni corrigé par un éditeur japonais. Et donc, on est sur le diamant brut par excellence. Et qui est resté dans un tiroir et qui aurait pu prendre la poussière jusqu'à la fin de nos jours à tous. Et moi, je tombe sur ce truc-là. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Et là, je tombe sur un Olivet Tom dans le design, dans un univers à la Walking Dead, et qui alerte indirectement et involontairement sur la crise Covid qui arrivera C'est quelques dingue, années ouais. après. Mm. C'est absolument renversant. Chaque élément qui a été mis dans ce manga de 85 ressemble quasiment mot pour mot au premier titre des journaux qu'on a eu en février C'est fou 2020. ça quand même. C'est glaçant. Donc nous, on a publié, quand on était chez H2T, donc la publication a commencé en 2018, fin 2018. C'était 8 tomes, ça s'appelait The Isolated Zone, traduction japonaise de Shinko Chitai. Et quand le dernier tome est sorti, donc qui est le tome 8, il est sorti en janvier 2020. Ouais. Là, on commençait à parler de mecs qui avaient chopé la fièvre en revenant Oui, des compagnies. oui, qui revenait truc de la comme ça, Chine, tu vois. ouais, ça y est, je me souviens. Ouais. Ça commençait à parler de ça. Tiens, les mecs ils étaient dans les Alpes et tout, c'est un peu bizarre, mais ça arrivera jamais en France. Donc voilà, on en était là. Et donc le manga sort à ce moment-là. Moi je me souviens, j'avais dit, mais quand on est arrivé en mars, c'est que le confinement va tomber. L'histoire des prisonniers du Kanto, c'est l'histoire d'une région qui est complètement confinée à cause de la fuite d'un virus. Et je dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen en termes de com, de remettre en avant la série? Là, c'est le dernier tome qui vient de sortir. Est-ce qu'on pourrait pas lancer le truc sans le non-recevoir? Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est pour dire la violence du marché du manga à ce moment-là, qui n'avait pas encore connu son boom. À l'époque, le marché du manga, c'était 100, 120, 150 millions d'euros. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 500. Mais voilà, c'est un titre qui n'est pas une création originale, c'est vrai. Mais c'est une publication originale. Donc on a eu un énorme coup de cœur dessus. Et il y a eu un travail qui a été fait, évidemment, parce qu'il n'avait jamais été traduit, mais il y a eu un travail qui a été fait sur le découpage, parce qu'à la base, c'est 13 tomes de 120 pages à peu près. Donc là, il a fallu le découper une première fois en 8 tomes. Et là, la nouvelle version des Prisonniers du Kanto, c'est 5 tomes de 322 pages. Et là où la créa embarque sur un projet comme ça, c'est-à-dire à quel point on a kiffé, j'ai demandé à Nao de faire un manga pour nous, alors qu'elle n'en fait plus depuis des années. Elle a accepté de faire un manga qui est un espèce de shonen, school life, ambiance sympa, tranche de vie dans un collège, une immersion dans une année type dans un collège japonais, 10 ans avant la catastrophe des prisonniers du Kanto. Et donc en fait, on suit des personnages des prisonniers du Kanto qui fréquentaient les mêmes lycées, mais qui se connaissaient indirectement. Et c'est eux qu'on voit dans un manga dont les premières pages ont été écrites et dessinées quasiment 30 ans auparavant. Donc finalement, on n'a pas fait de créa dessus, mais on a quand même voulu créer quelque chose et apporter du contenu en plus et original. Mais donc, est-ce qu'un nom japonais, ça aide quand même À vendre. pour pouvoir le vendre? Alors, dans le cas de notre ligne éditoriale à nous, non, absolument pas. C'est-à-dire que nous, on a testé, faire du manga format japonais, tout ça, machin, pour que que ça s'intègre bien en librairie. Non, en fait, on a juste tendu le bâton pour se faire battre parce que les livres étaient littéralement invisibles. Parce que quand on sort un tome 1, une fois qu'il est rangé dans une bibliothèque, entre deux séries qui comptent 20 à 25 tomes ou 10 tomes chacune, à ce moment-là, on est quand même invisible. Donc finalement, je pense qu'il est important d'assumer le côté héritage culturel non japonais
Et à part un ou deux titres spécifiques qui ont tendance à avoir un titre plutôt en anglais, la plupart de nos œuvres ont des noms vraiment français. Je prends juste l'exemple d'Enfant des Abysses de Hérutote, ou de La Voleuse de Lumière qui vient de paraître. Donc là, on préfère assumer ça. D'accord. Et comment justement a réagi votre public lorsque vous avez sorti ce titre, Les prisonniers du Canto? Ils n'ont pas réagi. Ils savaient pas que ça existait. Ah, putain, c'est fou quand même. Enfin, moi, alors j'avoue que moi, ça me sidère. Ils n'ont pas réagi. Ils ont réagi à contre-temps quand on l'a réédité. Donc une fois qu'on s'est relancé en indépendant et que sur les 15 auteurs qu'on avait chez H2T, 13 ont accepté de nous suivre dans cette nouvelle aventure. Et j'ai demandé humblement à Nao, je lui ai dit Nao, on va ressortir Les Prisonniers, on va refaire la trad et on va refaire des nouvelles jaquettes. Ça va être 5 bouquins de 300 pages. Est-ce que ça te dit? Elle dit go. Alors elle était honorée, hein. C'est dire comment les Japonais fonctionnent. C'est-à-dire que voyant les ventes, parce qu'elle avait des relevés de vente de la première édition, voyant les ventes des premiers tomes, elle était même reconnaissante qu'on aille au bout de la série. Elle dit je pensais que vous alliez vous arrêter au tome 3 tellement ça vend pas. Et sans somme, sans rien, hein. C'est normal. Moi chez moi, ça marche pas, on arrête quoi. Je fais non, chez moi, que ça marche ou pas, je vais au bout. Et c'est juste une question de temps. Donc c'est voilà. Mais là, la temporalité finalement nous a permis sur Les Prisonniers du Canto, en festival, quand on a fait venir Nao pour le lancement des Prisonniers du Canto en octobre dernier. Là, ça a été un véritable plébiscite, ouais, vraiment. Ouais, en fait, justement, est-ce que ça veut pas dire que quand on lance un manga français, finalement, il y a quand même un atout de poids, c'est qu'on peut avoir l'auteur avec nous et il participe beaucoup à la promotion. Totalement. Là, c'est à 200%. Je te dis, moi, j'ai des auteurs japonais, j'ai une auteure australienne, j'ai des auteurs brésiliens aussi. Effectivement, les séries, particulièrement au démarrage, demandent de notre part, en tout cas en festival, un travail un peu plus intense qu'avoir l'ambassadeur idéal, qui est donc le créateur de la série, Hérutote peut en témoigner. Il est de plus en plus sollicité et son poignet souffre aussi. Le poignet, le dos, la tête. Parce qu'il trouve qu'il travaille vite et il travaille plus vite que moi en fait. Donc j'ai du mal en fait à caler ces tomes dans le planning tellement ils arrivent vite. Et du coup, quand il arrive je parle de toi la troisième personne, Evan, tu m'excuses, mais quand il arrive en festival, d'une année à l'autre, il peut y avoir 2 tomes qui se rajoutent à une pile qui en comptait déjà 3-4. Et donc, quand les gens découvrent l'univers de Hérutote, qui est construit, et là, on pourra aussi aborder ça sur comment est-ce qu'on installe une série longue et éviter que le public décroche au bout du tome 4. Donc on a mis en place une petite expérience avec Hérutote qui paye assez bien. Donc, quand on rentre par une des portes de cet univers-là, généralement, les lecteurs prennent tout de ce qu'a créé l'auteur. Si l'auteur est présent et qu'ils peuvent tout prendre de ce qu'il a fait, qui est 3 tomes ou 10 tomes, ils prennent tout. Donc le côté militant et le côté fierté nationale embarquent beaucoup plus. Effectivement, oui, Steve, tu as raison, quand on a l'auteur et qui est présent. Et ça, on l'avait vu également lorsque l'anime de Radiant avait été annoncé. On avait eu une flopée de cocorico sur les réseaux sociaux, c'était impressionnant aussi. Hein. Et dans les médias. C'est-à-dire que là, tout le monde, là, on était tous d'accord. On avait tous le drapeau français aux fenêtres. Il n'y avait pas de problème, là, pour le coup. Oui, puis surtout, très, très sincèrement, même s'il n'y avait jamais eu l'animé, le manga Radiant avait déjà trouvé son public. Et c'est finalement, on a juste rajouté un petit peu d'huile sur un feu qui était déjà assez intense. Et voilà, il y a le côté aussi... un peu jurisprudence, c'est-à-dire là c'est le premier manga véritablement publié au Japon, mais en même temps là, du coup je rebondis sur ce que disait Steve avant. Tu parlais des Humano avec Shogun. À l'époque, la collection était portée par un certain Guillaume d'Horizon, nom de plume Izu, qui est un chouette scénariste et qui a contribué à lancer plein d'auteurs. Je pense à Calonne, il a travaillé avec Vanra, bref.
Et, euh, et là, il y a son nouveau manga. Et là, pour le coup, c'est une vraie première. Genre, c'est jamais arrivé dans l'histoire du manga français. Son manga, qui s'appelle Kraken Mare, qui est dessiné par un Italien, qui s'appelle Massimo Dall'Olio, qui sort chez Kodansha en chapitre dans leur magazine, un magazine dédié au seinen, et exactement au même titre qu'un titre fait par des Japonais. Ça, on n'a jamais vu ça pour le coup. Parce que Radiant, lui, n'a pas été prépublié au Japon. Ce qui veut dire que il n'a pas eu le retour des, euh, des lecteurs qui chaque semaine vont donner leur avis de oh, le chapitre c'est de la merde, oh j'ai adoré ce combat, oh il faut rallonger, oh, il faut ralentir, parce que les lecteurs japonais sont sans pitié pour ça. Et là où Radiant, lui, est sorti chez un éditeur qui est français, qui est installé au Japon, donc qui lui s'appelle Oromanga, qui lui justement veut promouvoir les titres français sur le marché japonais, et ça a été un des leviers qui a permis à Radiant d'atteindre les studios de la NHK. Ouais, il avait quand même un certain confort, une certaine sécurité au final, Tony Valente, qu'aujourd'hui Izu n'a pas du tout. Oui, c'est un lanceur d'expérience. En fait, Izu, il balance des bouteilles à la mer. Il est très prolifique dans sa façon de travailler, dans sa façon d'écrire. Et en même temps, il a d'autres projets au niveau du jeu vidéo. Bon, on prend une petite digression là, mais c'est pour dire que finalement, auteur de manga, il y a aussi un travail d'implication personnelle dans la promotion du titre. C'est humainement, chaque auteur porte son projet. Ou porte sa croix. Et justement, est-ce que pour le manga, on va dire créé par des auteurs français, ou même brésiliens, espagnols, italiens, ce que vous voulez, hein, du moment que visiblement ce n'est pas asiatique, est-ce que justement les réseaux sociaux peuvent avoir changé la donne en termes de visibilité, de com? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que au contraire ça plante un peu? Peut-être qu'Aruta, tu peux répondre là-dessus. Oula. Là, j'ai pas trop de réponses à donner sur cette partie-là. En fait, à part, je vois vraiment sur les plateformes comme Instagram que les auteurs de manga que je suis s'amusent souvent, oui, à publier leurs travaux, leurs dessins, leur progression dans l'avancée de leurs planches, dans l'illustration, que ce soit traditionnelle, donc à la main ou au numérique sur tablette. Et ils montrent un petit peu l'avancée de leurs travaux. Pour que le public soit au rendez-vous, se dise voilà, l'histoire avance, je la vois naître devant mes yeux, et ça les intéresse toujours. Et toi, c'est une approche que tu utilises ou pas du tout? Que j'essaye d'utiliser, en effet. Alors, ce que je préfère, moi, c'est plutôt montrer mon travail déjà achevé. D'accord. Et ça penche plutôt sur des illustrations, sur voilà mon niveau en dessin, voilà ce que j'ai fait à côté. Parce que moi, je me sers de ces illustrations pour continuer à progresser, à tester de nouveaux outils, mais je n'ai pas encore la facilité de montrer mon travail, de me filmer et de montrer vraiment ce que je fais en direct. J'ai déjà essayé, j'ai déjà pris du matériel pour commencer à faire ça, mais j'ai jamais sauté le pas, on va dire. Pour l'instant, je me plais dans ma méthode de vraiment travailler tout seul dans mon atelier. Et bientôt, j'ai déjà des idées en tête sur est-ce qu'on va tester des live Twitch? Est-ce que ça peut se conjuguer avec ma méthode de travail? On va voir, hein, parce que souvent les live Twitch, ça veut dire qu'on va progresser sur un seul travail pendant quelques heures, alors que moi, je suis vraiment assez libre, je suis assez volatile. Je travaille sur tel ou tel projet quand j'en ai envie, en suivant simplement la règle des objectifs, les délais. Pour la fin de la semaine, je dois avoir travaillé et accompli telle tâche. Donc ça peut vouloir dire travailler 10 fois sur cette tâche-là sur 5 jours, que ce soit sur des sessions de 1 heure à 2 heures, ou alors c'est vraiment je travaille toute la journée sur un storyboard, sur une planche, et là ça pourrait mieux s'accorder avec un live Twitch. D'accord. Et au final, est-ce que les réseaux sociaux, toi, en tant qu'auteur, ça te rajouterait pas une pression, justement, il faut absolument satisfaire, il faut absolument répondre aux attentes des followers Oui, il faut avoir cette casquette du commercial, on va dire,
Il faut savoir montrer à la fois qu'on sait dessiner et aussi qu'on sait se vendre, quoi. Ouais. On peut limite se passer d'un éditeur, de quelqu'un d'autre qui fait le livre à notre place. On peut nous-mêmes à la fois créer l'histoire et aussi la mettre en valeur, la mettre sur les réseaux aux yeux de tout le monde et de savoir vraiment attirer les regards. J'ai vu un auteur grec, il me semble, qui Ouais. lui a un énorme succès et je vois vraiment ses stories Instagram, son fil passé en boucle tous les jours et il sait se mettre en avant alors que vraiment son niveau en dessin il est à peu près égal à un autre auteur. Mais vraiment il a sa casquette du commercial et ça joue je pense beaucoup sur son succès une fois qu'il vend son œuvre en librairie ou en festival. D'accord, ok. Et J'ai l'impression que c'est un autre métier. Ah bah, en fait. C'est un c'est métier pour ça que je supplémentaire. m'improvise pas là-dedans, que je me jette pas là-dedans à tête baissée. Je dois vraiment savoir, ok, si je veux vendre des dessins en ligne, qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce qui se passe s'il y a beaucoup de demandes? Je dois être prêt à tout. Je dois être prêt à répondre à toutes les attentes. Je veux pas décevoir. Donc oui, il y a de la pression et ça vient avec l'expérience. Donc pareil pour le côté commercial. Je pense que ceux qui ont commencé en tant qu'auteurs de fanzine en savent mieux que moi. Ils ont eu beaucoup de contacts avec le public. Souvent, ils ont commencé avec un niveau moyen et avec leur engagement et les conseils des gens qui viennent les voir en salon, année après année, ils ne flanchissent pas. Et petit à petit, ils continuent, ils se découvrent une passion pour à la fois le métier de créateur et la nécessité de pouvoir la vendre. Donc être autant créateur que commercial. Si je prends l'exemple de Louis, de Red l'auteur Flower. de Red Flowers, ses réseaux sociaux, il sait parfaitement les gérer, mais en gros, c'est son métier principal aujourd'hui. Alors, il réussit quand même à sortir un tome par an, mais quand on le voit, en fait, il voyage absolument partout. Alors, il fait tous les festivals, enfin pas tous, mais en tout cas, une grande majorité. Donc, il voyage aussi bien en France que dans le monde et se met en scène. Et en plus, il rencontre, il a ce côté aussi pédagogue et donc il adore rencontrer les jeunes dans les écoles, dans les lycées. Donc voilà, mais effectivement, je pense que son métier principal aujourd'hui, c'est pas créateur de contenu, Mais en ça tout cas, s'en c'est rapproche, quoi. promoteur de C'est son sa vision travail. en fait. Il nous l'a confié dans un festival. Il voit le manga plus comme son produit, sa création, et il la considère en tant que telle quand il va la vendre. C'est pas son doudou qu'il cherche à protéger. Non, il veut vraiment se dire ma création, elle est là. Je dois convaincre le plus possible de monde de l'acheter, de le lire. Donc ça peut être, j'ai vu ces stories comme ça où il dit tiens. À l'époque où j'étais encore cheminot ou contrôleur à la SNCF, plutôt que de mettre une prune à quelqu'un qui n'a pas pris son billet, il file son manga et il fait sa promo comme ça, en lui disant tiens, tu me fais un retour pour demain, en échange je te mets pas de prune. C'est une approche plutôt intéressante, je trouve, pour vendre C'est du ça, manga. Et là, le côté, je prends chaque occasion qui se présente à moi pour me mettre en avant, quitte à faire le bourrin parfois, je me mets en avant. Et ça marche, Ouais, ça ça fait fonctionne. partie des titres français actuels qui fonctionnent Il bien. faut avoir cette démarche commerciale qui n'hésite pas à se montrer devant tout le monde. Il faut avoir un savoir osé. beaucoup d'énergie. Faut avoir un savoir osé, quoi. Faut avoir un savoir osé. Et justement, moi, j'avais quand même une petite question. Et Mahmoud et Outad, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Est-ce que ça peut être un objectif pour certains auteurs français d'être traduits en japonais ou à l'étranger, voire même d'être adaptés en anime? Ou au final, est-ce que c'est plutôt produire une œuvre parce que c'est un but, ça peut être un but en soi? Je veux bien commencer. Vas-y, Evan. Ma série Enfants des Abysses, qui s'est continuée avec Obara et aujourd'hui La Voleuse de Lumière, je la considère
plus comme une œuvre originale qu'un manga. C'est-à-dire que je pourrais très bien dans ma tête l'imaginer sous format webtoon, animé ou d'autres, ou même bande dessinée franco-belge, que ça me plairait tout autant. Là, si j'ai choisi le manga, c'est plus pour l'opportunité que ça présentait. Le manga français, c'est en explosion. J'ai beaucoup apprécié parce que c'est Radiant qui m'a montré que c'était possible et que le résultat vraiment plaisait. Autant au public français qu'à moi, hein, c'est vraiment Radiant, c'est mon œuvre préférée. Donc je me suis dit, tentons d'abord le manga pour gagner de l'expérience, savoir dessiner et vraiment pour montrer mon univers, mon histoire, la mettre enfin sous le regard du public. Donc la montrer ensuite à des Japonais, à la faire adapter en animé, à la faire traduire en japonais, pour moi c'est moins une priorité. C'est pas pour ça que j'ai commencé dans le manga. C'est pas pour faire honneur au manga japonais. C'est plus parce que vraiment le manga japonais avait beaucoup de choses à apprendre aux Français. Ok. Alors oui, je suis évidemment, totalement d'accord avec ce que dit Rutot, parce que euh, du, du coup, ça prouve que je ne brainwash pas nos auteurs, d'accord? On n'en doutait pas une seule seconde, si ça peut te rassurer. On pense pareil, mais c'est pas de mon fait. C'est-à-dire que quand j'ai la chance d'accueillir un ou une nouvelle mangaka, j'essaie d'être le plus clair et direct sur les aspirations de chacun et sur pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. C'est en fait sortir un manga pour en tout cas les auteurs qui sont chez nous, c'est d'abord répondre à une envie viscérale. C'est pas une lubie, c'est pas un délire passager et l'ego est en tout cas chez Nouvelle Hydre le dernier des moteurs possibles. En gros, quand Erutot dit très très justement, je vois pas forcément, c'est très drôle, mon histoire comme un manga, c'est tout à fait ça en fait le sujet. Le sujet c'est j'ai quelque chose à raconter, quel est le meilleur média, quels sont les meilleurs moyens et quels sont les codes les plus proches de ce que j'ai envie de montrer. Quel est l'outil le plus affûté pour me permettre d'atteindre au cœur mon lectorat. Et il s'est trouvé que pour l'univers des abysses que construit Rutot, le style de manga était le plus adapté. Et ça, c'est le point commun chez tous nos auteurs. De la même manière, il y a des auteurs pour lesquels je n'ai pas donné suite au projet, non, parce que j'ai considéré que soit c'était en dessous de nos attentes, soit parce que le style manga n'était pas adapté et qu'il fallait pas absolument forcer un auteur de BD à faire du manga juste parce que c'est rigolo, ou j'ai pas de couleur à mettre, je me ferai moins chier cette fois-ci. Non, c'est vraiment pas l'idée. Donc faire le manga finalement arrive comme une réponse naturelle au fait de vouloir raconter quelque chose et se dire ce média, il n'y a pas d'autre façon de le faire si on veut bien le faire. Et donc une fois qu'on a posé ça, on se dit maintenant qu'on sait pourquoi on fait les choses et comment on va les faire, l'ambition qu'on a derrière doit aussi être parfaitement raisonnée. Exporter, publier et vivre dans l'attente d'avoir une publication au Japon, à l'appareil, je mets les auteurs à l'aise tout de suite. Ça n'arrivera pas. Ça a le mérite d'être clair. Ça n'arrivera même pas en rêve. Un jour peut-être, une comète va tomber dans votre jardin, il y aura un minerai rare et vous serez riche qu'à la fin de votre vie. Ce jour-là, pour l'instant, il n'apparaît pas dans le ciel. Donc, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est faire notre maximum pour se préparer à une éventualité qui n'arrivera peut-être jamais. Mais si elle se présente, on sera prêt avec le meilleur manga possible. C'est la seule motivation. Et c'est d'ailleurs... Pardon, excuse-moi. Oui, vas-y Steve, je t'en prie. C'est d'ailleurs ce que je dis aussi à mes élèves, puisque j'enseigne aussi auprès d'étudiants qui souhaitent être mangaka plus tard. Depuis plusieurs années. Et je les aide surtout à se professionnaliser. Et la première chose que je leur dis, c'est sachez déjà que vous ne serez pas
vous ne serez pas un mangaka, puisque voilà, c'est quand même, Mm. voilà, c'est quand même réservé à très très peu de personnes. En revanche, voilà, si vous avez des rêves, des volontés bien précises, il faut que ça soit bien précis dans votre tête pour savoir quel chemin prendre. Et c'est arrivé, voilà, j'ai un élève, que j'ai eu il y a déjà 10 ans maintenant. Aujourd'hui, il est assistant d'un mangaka japonais au Japon. Mais c'est parce que justement, il a voulu prendre ce chemin. En fait, il a compris que voilà, son rêve, lui, c'est d'être édité dans le Jump. Voilà, c'est ça en gros son rêve. Et voilà, et je lui ai dit, si tu veux faire ça, le seul chemin à prendre, c'est d'apprendre le japonais et d'aller s'installer là-bas. Et voilà, mais c'est pas en travaillant avec les éditeurs français que tu arriveras à ça. Oui, absolument. Et alors, dans la continuité de ce que tu dis, alors moi, il m'arrive d'être jury dans des écoles de manga. Donc, de temps en temps, donc, je les suis pendant leur cursus, mais je suis plutôt présent au moment du dernier rendu. Et c'est un moment difficile parce que derrière ça, il y a aussi, il y a un éditeur qui est présent, un éditeur de créa. C'est peut-être l'occasion pour vous de transformer l'essai. Oui. Et alors, il se trouve que l'essai n'est jamais transformé parce que, encore une fois, la volonté première, c'est j'ai envie de faire du manga, j'ai envie de sortir mon manga. Et là, on tape un peu à côté. Ce que je leur dis, c'est des chiffres, tout bête. Il y a au Japon à peu près 130 millions d'habitants. Nous, on est quoi, 65 millions, 2 fois moins. Faut imaginer qu'au Japon, tout le monde lit du manga. Si on veut vraiment être négatif et vraiment regarder les scores vers le bas, allez, on va être très très dur. Admettons qu'il y ait juste, ce qui est possible, un Japonais sur 2 qui lise du manga. Ça ferait toujours un marché de 65 millions d'êtres humains. Pour fabriquer un manga, les coûts de fabrication sont les mêmes partout dans le monde. On utilise les mêmes papiers, on utilise les mêmes encres, les mêmes machines, les mêmes jaquetteuses. Donc le coût de fabrication est similaire. La différence, c'est que un petit éditeur au Japon qui va sortir un manga, mais vraiment confidentiel, vraiment le truc niche, ou même un four éditorial, t'en as quand même vendu 30 000, même 50 000. Chez nous, là, vendre 30 000 ou 50 000, on est au sommet du blockbuster. Donc, ce qui est viable dans le pays du manga ne l'est pas en France. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, c'est important que cette réalité économique soit aussi présentée, que les élèves ou que les aspirants mangaka soient sensibilisés à ça. Et donc, non, ils ne seront pas publiés au Japon. Des Teddy Readers qui écrasent autant des adversaires ou des concurrents dans un art qui n'est pas le sien, dans leur pays et dans le reste de la planète, il y en a un tous les 1000 ans. Donc, on attend toujours. Oui, il a pas marché en plus en manga. Alors, et ça, j'ai envie de dire, alors c'est pas, alors Steve, peut-être que tu connais peut-être l'histoire, mais non, mais bien sûr, c'est méchant. Non, mais à l'origine, c'est moi qui ai décroché le projet de Teddy Riner. Mais bon, ah ouais, je sais pas. C'était un auteur à moi en fait qui devait le dessiner, et c'était moi qui devais le scénariser. Mais j'ai été viré à ce moment-là, et du coup le projet s'est fait quand même sans mon dessinateur. J'ai quand même tenté de le débaucher, il leur a dit non. Et ça s'est fait comme ça s'est fait quoi. Mais ouais, je suis un peu déçu. J'étais le premier à l'acheter une fois sorti. Pourtant, j'aime bien le travail de tiers-monde, mais oui, en plus, oui. En tout cas, ça pour dire que oui, effectivement. Alors, et pour la publication au Japon, non. En revanche, pour la partie animée, alors nous, en tout cas, comme beaucoup d'éditeurs, on est titulaire, dépositaire plutôt, pas titulaire, dépositaire, des droits audiovisuels de chacun de nos titres. Donc moi, chaque année, plusieurs fois dans l'année, j'ai des rendez-vous avec des producteurs de films, de séries, de live ou de studios d'animation pour présenter le catalogue. Et voilà. Mais là encore, c'est évidemment un chemin de croix. Ce qu'on associe, en fait, le problème du manga en France aujourd'hui, c'est qu'autrefois, et là c'est le papier qui parle, c'est qu'autrefois, on acceptait l'idée que le manga, c'était un programme de jeunesse. On acceptait cette idée. On était gamins, on a grandi avec ça. On n'est pas tous devenus des tueurs en série. Ça. Pas tous. Mais ça contribue à forger aujourd'hui le milieu du manga, que ce soit dans la presse, que ce soit dans l'édito, que ce soit... on est tous globalement des enfants de cette culture manga pour la jeunesse. Aujourd'hui, dans le marché audiovisuel, la jeunesse, c'est des poupées en 3D qui prononcent des phrases monosyllabiques. Donc, on n'est pas du tout sur le même marché.
Et donc forcément, quand on va présenter à des studios d'animation, quand je vais présenter Enfants des Abysses, je dis mais ça s'adresse à quel âge ça? Je fais bah Enfants des Abysses, nous on le vend à partir de 11 ans, donc très attentif au code d'âge, à partir de 11 ans. Ok, bah, sauf que les producteurs, ils voient que dedans il y a une créature qui croque des enfants en deux, elle dit mais ça n'arrivera jamais dans cette réalité. Dans ce monde, peut-être dans une version alternative de notre monde peut-être, mais pas en France. Et ça va. Donc voilà, c'est très très compliqué, même aussi au niveau de l'animation. Il faut vraiment obéir à certains codes et avoir aussi des accords particuliers avec certains producteurs qui ont aussi un crush, un vrai coup de cœur pour nos œuvres. Voilà. Là, il y a Dreamland qui va arriver. Ouais, sur ADN. Oui. Voilà, qui va arriver en animation. Il y a Kiei aussi. Voilà, si on considère que Kiei est un manga, en tout cas, voilà, qui arrive aussi en animation bientôt. Et j'ai entendu parler d'autres projets. Donc, est-ce que tu serais espérons que ça soit un lancement. Ça dégèle un petit peu justement cette situation, parce qu'au final, que ce soit du côté des créateurs, enfin des auteurs français ou même des maisons d'édition, ça reste quand même un outil marketing et de visibilité extrêmement puissant. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup le travail justement des plateformes. Hein, tu as cité ADN, mais voilà, les plateformes permettent justement d'avoir une œuvre qui n'est pas forcément cataloguée jeunesse ou adulte, voilà, qui peut en tout cas s'adresser à des publics différents. Malheureusement, voilà, comme vous le savez, les grosses plateformes ont retiré leur bille sur pas mal de projets d'animation ces dernières années, et c'est pour ça d'ailleurs que l'animation est un peu en crise aujourd'hui. Espérons que les lendemains soient un peu plus jolis pour. Après, oui, et imagine que les productions animées originales des plateformes installées en France, il y en a quand même très peu. Et pourtant, elles sont légalement tenues par la loi de produire ou de financer du contenu original. C'est-à-dire que, c'est malgré cette obligation, l'offre reste quand même extrêmement parcimonique. Je me dis, voilà, si. Après, ça coûte cher. Hein. Le truc, c'est que ça coûte cher quand même de produire même Dreamland, hein, qui sera une série très courte. Voilà, pour une série très courte, ça coûte très très cher. Et Dreamland a les plateformes derrière lui, mais et oui, il faut avoir quand même un certain soutien pour pouvoir justement se permettre de se lancer dans ce truc-là, quoi. C'est pour ça qu'il faut les télés en vérité encore aujourd'hui. Les télés, les médias, enfin c'est beaucoup de pédagogie en fait au final d'expliquer. Non, je parle au niveau financement. Ah oui, non mais complètement. Là, on est bien d'accord. Mais effectivement, je rajoute, moi pour compléter, qu'au-delà des financements, il y a quand même une forme de pédagogie qui n'est pas forcément manquante, mais est peut-être incomplète auprès du public vis-à-vis de tout ça, et qui nécessiterait justement qu'on aille peut-être un peu plus loin dans élever le débat autour de ce que tout ça peut impliquer et de pourquoi effectivement la production d'œuvres originales françaises, quel que soit le médium, et particulièrement le médium dit manga, peut souffrir. Oui, et puis surtout, tu sais, il y a ce côté, alors créer des IP, c'est bien, mais est-ce que on est capable de les faire grandir? Et c'est ça le truc. Je me demande si le marché même éditorial, hein, c'est aussi pour ça que la créa a aussi du mal à s'installer, parce que acheter une licence de manga au Japon, même un mid-seller, ça coûte pas si cher. Par contre, financer de la création originale en France, c'est beaucoup plus cher. Donc en fait, pour un même projet local, on arrive à en faire rentrer 4-5 qui viennent directement du Japon, et on peut grossir et faire monter rapidement son chiffre d'affaires, à condition qu'il soit ensuite réinvesti dans la création. C'est comme pour l'animation depuis 2021. Il y a 20 à 25% d'un chiffre d'affaires réalisé en France doit être investi dans des œuvres qui doivent être au moins 80% être en français. Pour l'instant, on n'y est pas, mais en même temps,
c'est une disposition qui est relativement nouvelle. On va laisser les traditionnels 20 ans passer avant de commencer à se dire est-ce que ça prend ou ça prend Bon, pas? alors, on en est où de la recette? Ça fonctionne pas? Si, on est en 2017, ça va? Bon, voilà. Où en sommes-nous? Mais au final, et je terminerai sur ça, le manga français aujourd'hui, donc on l'a bien vu, ça reste quand même de la création originale et pas nécessairement du manga. L'objectif étant, pour les auteurs, de raconter une histoire. L'adaptation animée ou à l'étranger, c'est la cerise sur le gâteau, mais faut pas non plus se leurrer, c'est extrêmement compliqué, voire impossible à atteindre. Et moi, je terminerai sur cette question pour vous, messieurs. Est-ce qu'au final, cette création originale française ne pourrait-elle pas incarner une nouvelle forme de narration entre la BD franco-belge qui nous a nourris pendant des décennies et le traditionnel manga japonais? Si on prend déjà ce qui nous est proposé aujourd'hui, au niveau de la prépublication française, il y en a plus beaucoup, il faut bien le dire, mais il y a encore le Spirou et le journal de Mickey. Si on prend Spirou, déjà il y avait un véritable projet qui n'a pas abouti malheureusement, mais il y avait un véritable projet pour qu'il y ait du manga dans Spirou. Moi là pour le coup. Oui. Si, ben non. Donc malheureusement, en tout cas, ça a été mis de côté, mais il est vrai que il y a qu'à voir les Spirou de ces dernières années. On voit des auteurs qui ont été très influencés par beaucoup de choses, dont le manga. Et certaines séries, je me prendrais Franck ou Lucas, qui sont des BD qui cartonnent aujourd'hui. On voit quand même que les auteurs ont été élevés au manga. Et peut-être que là c'est passé par la bande dessinée et par la bande dessinée franco-belge, avec le succès au rendez-vous. Donc peut-être que c'est l'une des solutions, comme tu as dit, oui, il y a des BD qui ne sont pas des mangas, mais qui ont de la famille, quoi. Voilà. Ce sont des cousins. C'est des cousins, exactement. De manière générale, et je pose la question surtout à Erutot, est-ce que c'est vraiment sain pour un artiste de s'enfermer dans une case, ou est-ce qu'au final ce n'est pas extrêmement contraignant, et est-ce que ça ne bloque pas pour la suite de l'aventure? Si on s'enferme dans un code narratif avec vraiment, on a choisi ce type de narration noir et blanc, avec ce style de dessin, forcément on n'évolue plus. Et c'est ça que je n'accepte pas, que je veux surtout pas voir m'arriver. Si je poursuis dans ma narration, dans mon histoire, c'est surtout pour voir à quel point je peux m'améliorer avec le recul. Je vois mes premières œuvres, est-ce qu'elles ont déjà vieilli? Est-ce que mon style de dessin a vraiment évolué entre-temps? Qu'est-ce que j'ai découvert une fois que mes œuvres ont été imprimées? Quel rendu ça a à la fin? Sur, est-ce que cette technique de dessin, finalement, elle me plaît, moi, une fois imprimée? Est-ce que le public se rend compte qu'elle est différente des autres, de celle des premiers tomes? Et c'est ça, ce que je vois dans mon évolution. Moi, tout ce que je veux maintenant, c'est continuer à évoluer. Donc, si je vois que le manga, tel qu'il est aujourd'hui, donc vraiment le style noir et blanc, figé, ça commence à m'empêcher d'évoluer, alors oui, ça voudrait dire qu'il est temps pour moi de passer à un autre format. Je ne sais pas lesquels, mais faire des tests encore et encore pour voir jusqu'où je peux continuer à évoluer et à transformer mon art. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. Oui. Si je peux juste compléter effectivement sur le bien fondé en fait et l'intérêt de croiser les styles justement. Faut savoir que de toute façon de base
le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui ne serait pas ce qu'il est si lui-même n'était pas allé piocher partout ailleurs en dehors du Japon. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Est-ce que Tezuka serait ce qu'il est aujourd'hui sans Walt Disney? On ne sait pas. Est-ce que les magazines de prépublication qui ont vraiment font l'ADN, c'est vraiment l'ADN du manga, c'est le Jump ou ces magazines-là, auraient existé sans la structure épisodique des comics américains qui sortaient en feuilleton. On entend parler régulièrement des grands auteurs de manga qui s'inspirent de différents réalisateurs, Urasawa, Sid Kubrick, Hitchcock, Scorsese, et donc finalement ce que dit Eritot est très très juste, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on veut tenter de s'enfermer dans un style et que on n'autorise pas la porosité, on se rend compte que le média perd de sa substance parce qu'il n'est plus capable d'aller séduire un nouveau lectorat et d'être toujours en lien avec son époque. C'est un peu ce que recherchent les stats d'entretien commentaire. Toujours être en lien avec son époque. Et donc finalement, oui, c'est vrai que le manga, sa force vient aussi de là, et parce que les auteurs comme Eritot, tous ceux qu'on a cités tout à l'heure, sont capables d'apprivoiser différents styles et de se nourrir et d'apporter une œuvre. C'est ça en fait. Moi j'ai une bibliothèque entière chez moi d'œuvres d'autres auteurs pour m'inspirer, pour voir tiens comment cet auteur-là il s'y prend pour faire son décor ou ses visages ou ses effets de vitesse, sa dynamique avec son découpage de cases. Et je prends dans tous les styles, que ce soit de l'action, de l'amour, la fantaisie, de la musique, pour voir, comparer un peu les styles, les genres, piocher dans le meilleur, on va dire, dans chacun de ces œuvres. Et il faut voir que dans mes sources, il n'y a pas que du manga. Il y a énormément de BD franco-belge qui vient s'installer, parce que en festival, je tombe sur une BD et je me dis, mais j'ai jamais vu ça, quoi, ce style de trait, même s'il y a de la couleur par-dessus, ça me bluffe, je ne le verrai pas dans un manga. Et tiens, j'ai vraiment envie d'explorer cette nouvelle technique. Effectivement, je peux comprendre. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup pour cet échange. Oui. Merci à toi, Julie. À toi. Je pense qu'on se recroisera à Japan Expo. Pas pour nous, mais... Ah, vous serez pas là cette année? Non, pas cette année. Cette année, on fera Japan Tour, un peu juste avant Japan Expo. Et puis qu'il y a des bulles. Ok, ça marche. Profitez-en bien. Steve, on se retrouve à Japan Expo. Je vous souhaite une belle fin de journée. Alors Japan pas moi, Tour. Voilà. Bien sûr. Pas moi. Mais cela étant, je vous souhaite une très bonne après-midi. J'espère que vous aurez du beau temps et que vous pourrez profiter du week-end de 4 jours si vous avez pris votre vendredi. Et je vous souhaite de prendre soin de vous. Merci Juliette. Prenez soin de vous aussi. À très bientôt. Salut. Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Et c'est sur ces bonnes paroles que l'épisode d'aujourd'hui se termine. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou même à partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.